selon vous, ou quels sont les principes clés essentiels pour l'institutionnalisation politique de la démocratie dans nos États africains? Madame Fadima, vous avez évoqué l'institutionnalisation politique. Nous parlions tout à l'heure de l'éducation. Nous parlions donc des ressources humaines de qualité qu'il nous faut. Vous savez, moi, de mon point de vue, et j'ai toujours pensé à cela d'ailleurs, que tout part de cette éducation-là. Quand vous réussissez une très bonne éducation, je pense que vous aurez tout réussi. Nos pays ont besoin aujourd'hui d'adapter le contenu de leur éducation aux besoins de leur développement. Vous savez, on ne peut pas faire une rupture entre une meilleure démocratie avec un bien-être social. C'est que l'objectif de vivre dans un régime démocratique, c'est aussi de pouvoir jouir pleinement de ses droits, et de profiter. Alors, il se trouve que si vous avez quelqu'un, ces besoins-là sont adaptés. Les jeunes diplômés qui sortent, au lieu de rester attendre, ils ont de quoi s'employer immédiatement pour dire qu'aujourd'hui, au lieu des systèmes élitistes que nous avons connus jusque-là, il faut aller en interrogeant l'agronomie, en interrogeant un peu tous les secteurs pour lesquels aujourd'hui notre développement n'est pas possible. Et donc de former des gens dans ce secteur-là. Si nous le réussissons, je pense que ce serait là, pour moi, même la base de toutes les réussites que nous souhaitons. Alors, ce travail ne se fera pas sans un concours général. Il y a d'un côté l'État, mais il y a aussi un effort à faire de la part un peu des personnes même, mais qui, de mon point de vue, est encore une question d'éducation, de formation. Donc je crois objectivement que si les personnes sont bien formées, ça résout fondamentalement les questions que nous nous posons aujourd'hui et de façon beaucoup plus globale. Merci beaucoup. Monsieur Badié, qu'est-ce que vous direz? Alors, votre question me rappelle un texte célèbre, je dis bien célèbre, parce que l'expression institutionnalisation politique ou institutionnalisation de la démocratie, je crois que le texte qui en parle, c'est un texte écrit par Samuel Huntington, mais qui n'a pas été traduit, en tout cas jusqu'à aujourd'hui en français. Et le titre, c'est Political Order in Changing Societies. Changing Societies, les sociétés en transition, tout simplement. Il parle des réformes. Et en ce sens, pour lui, il pose la question, quels sont les critères dans les réformes pour créer des institutions et des sociétés stables. Et il dit, les criteria of institutionalization, les critères de l'institutionnalisation, il nomme 4. Il dit pour que les institutions qui vont être mises en place ou qui sont en train d'être mises en place soient des institutions solides et fortes et stables et contribuent à la stabilité sociale, à la stabilité politique, il y a 4 critères. Le premier critère, il dit le critère de l'adaptabilité. On l'a largement évoqué sur cette table-là. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Le second critère, il dit, c'est le critère de l'autonomie.
l'autonomie des institutions. Le ministre Sylla avait déjà parlé de la séparation, et séparation des pouvoirs, et donc ça nous conduit à l'indépendance des institutions, l'autonomie des institutions. Comment Huntington définit l'autonomie des institutions? Pour lui, dans la réforme, il ne faut pas que ça soit des réformes commandées par un groupe social déterminé. Un groupe social déterminé, un groupe économique déterminé. Il faut que la réforme, pour que les institutions soient autonomes, il faut que ça soit la société globale qui soit au départ de la réforme. Donc, c'est une réforme et dont la société elle-même, la société globale elle-même, elle accouche, mais pas un groupe particulier. En ce moment-là, l'institution qui sortira de cette réforme-là sera acceptée par tout le monde, sera soutenue par tout le monde et ne sera pas embrigadée par un groupe social, un groupe politique ou un groupe économique particulier. Le second critère qu'il utilise, il parle de le critère... Le troisième. Hein, le troisième, merci. Le critère de la cohérence. Parce que assez souvent, on constate que dans la gouvernance de nos pays, on a parlé de camisole de force, on a tout comme l'impression qu'il y a beaucoup d'institutions, mais on dirait que les institutions ont presque le même mandat. Ils ont presque le même mandat. Ils se chevauchent. S'il y a chevauchement, vous ne pouvez pas éviter les crises. Tout à fait. Parce que dans la conduite et dans la mise en œuvre des mandats, il va y avoir des chevauchements, vous ne pouvez pas éviter les crises. Voilà pourquoi il estime que le critère, la cohérence dans les mandats et dans les objectifs permet un équilibre assez fort pour que la société soit stable par après coup. Mais ensuite, il utilise comme quatrième critère le critérium, critérium, c'est la même chose, exigence, réquisit ou condition. Tous ces mots-là disent la même chose sous sa plume, de la complexité. Comment faire en sorte que, et vous avez 4, 5, 6 institutions constitutionnelles, une institution n'embrigade pas les autres. Il en parle avec force de détail. Et comment cela se peut-il ou se pourra-t-il? C'est quand on complexifie pour qu'il y ait, et même à l'intérieur même, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même institution, comment faire en sorte que l'institution elle-même ne soit pas téléguidée, caporalisée, personnalisée par le chef de l'institution. Comme la justice. Comme la justice. À la fois à l'interne, dans le fonctionnement de la même institution, mais dans les relations entre l'ensemble des institutions pour que, on a vu, on voit beaucoup, moi je me rappelle les premières réformes, comment dirais-je, constitutionnelles au Mali, j'entendais les cris de cœur des Maliens, ils disaient non, des institutions individuellement. Et dans la relation entre les institutions, et là, le critère de la complexité, c'est ça qui permet d'assurer l'équilibre des pouvoirs. Et s'il y a équilibre des pouvoirs, s'il y a autonomie des institutions, s'il y a adaptation des institutions aux réalités locales, vous avez une société stable. Alors voilà. Donc, à écouter ça... Non, c'est très intéressant parce que... oui, monsieur Sylla. Il rappelle un auteur ici qui est suffisamment bien repris par deux éminents penseurs. D'abord dans les mémoires de Harry Kissinger, que vous connaissez, le secrétaire d'État américain, mais aussi dans Brzezinski, dans le grand Brzezinski. Tu vois. Donc ici, c'est vrai que ce concept est même repris un peu pour ces penseurs-là, en termes de géopolitique cette fois-ci-là. Comment conduire à un monde plus stable, plus conforme, qui n'est pas constamment en conflit les uns contre les autres. Donc c'est très intéressant. À l'écouter, c'est fabuleux, hein, je me permets de le dire. Je pense que nos téléspectateurs aussi, ils se régalent, ils apprennent. C'est vraiment ça, ce plateau. Absolument, ce plateau de réflexion. Mais par contre,
Moi, j'ai une question. Ouais. À écouter le développement de Dr Badier, tout de suite, son dernier développement, à entendre pendant les périodes de transition. En Afrique, la plupart des institutions, ils ne sont pas élus, notamment l'Assemblée nationale, notamment le Sénat pour certains pays. Donc, vous voulez nous dire quelque part ici que les périodes de transition sont quand même un peu boiteux. Ah mais Fadima, on dit transition, ça veut dire passage. Ok? Alors, et on dit même, on parle même de transition démocratique. Transition démocratique, il y a eu crise, transition et préparation pour remettre en selle l'ordre démocratique. Alors, mais il y a deux choses importantes au moment des transitions. C'est ce qu'un auteur célèbre appelle le dialogue constitutionnel. Et qu'est-ce qu'il appelle le dialogue constitutionnel? C'est le dialogue sur les réformes. Et dans les réformes, vous avez la loi électorale. Dans les réformes, vous avez la Constitution. Dans les réformes, vous avez la charte des partis politiques. Dans les réformes, vous avez la loi organique sur l'éligibilité ou l'inéligibilité des députés. C'est tout ce paquet de réformes, la façon dont les pouvoirs publics invitent les citoyens au dialogue, à donner leurs opinions, à donner leurs pensées, à donner leurs méditations, à dire ce qu'ils en pensent, à dire comment ils veulent voir les institutions de leur pays. C'est ça qu'il appelle dialogue constitutionnel. Je pense que c'est la chose la plus importante dans les transitions. Et voilà pourquoi, si vous prenez les 5 transitions en Afrique, vous avez le Mali, vous avez la Guinée, ça fait 2. Vous avez le Burkina Faso, ça fait 3. Vous avez le Niger, ça fait 4. Vous avez eu le Tchad, ça fait 5. Vous avez le Gabon, tous ont organisé ce dialogue-là. Et d'un pays à l'autre, il y a des forces et des faiblesses, c'est normal, dans des situations de crise politique, institutionnelle et sécuritaire. Mais vous constatez bien que ce dialogue constitutionnel est la voie obligée pour tourner la page de la crise, parce qu'il permet de mettre tout le monde d'accord sur comment nous voyons demain, comment nous voyons notre pays demain, comment nous voulons construire une nation arc-en-ciel où tous les citoyens maliens, tous les citoyens nigériens comptent. Et c'est la chose la plus importante. Mais pendant qu'on dialogue, ça ne veut pas dire que les droits et libertés fondamentales sont mis entre parenthèses. Elles doivent être la plus grande actualité et l'effectivité des droits humains fondamentaux. Et dans pratiquement l'ensemble de ces transitions, où vous avez un attelage et charte de transition et constitution, où vous avez une charte qui reprend les fondamentaux, même quand la constitution est suspendue, la charte reprend les fondamentaux des libertés qui étaient dans la constitution, parce que la société doit continuer à exister. La société ne doit pas être un état de nature, ou un état de nature sans droit, sans liberté. Je pense que c'est la recherche de cet équilibre-là et les efforts pour aller vers cet équilibre-là qui permettra d'asseoir une véritable transition démocratique vers des institutions fortes, des institutions résilientes, des institutions stables, des institutions adaptées, des institutions cohérentes et des institutions complexes pour limiter les abus de pouvoir. Monsieur Sylla, vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Concernant ces périodes de transition qui peut être boiteuses. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'une transition, c'est toujours une période de rupture. Une période de rupture qui doit nous amener à nous interroger sur les raisons de cette rupture-là. Dans le cas d'espèce au Mali, j'ai évoqué tantôt ce qui fait que notre démocratie est restée boiteuse. C'est aussi les dysfonctionnements qu'on a pu constater au niveau de ces institutions-là, qui auraient dû être les forces réelles. Donc nos institutions démocratiques ont souvent servi à la gloire d'un homme. Je parle du président de la République qui est élu
et puis qui met à côté les programmes politiques qui l'ont permis d'être là, qui marginalise les camarades avec qui il a lutté. Donc ça, c'est une défaillance aujourd'hui qui doit être intégrée. Sous quelle forme, je ne sais pas. Il est élu, au lieu de puiser son Premier ministre dans le lot de la majorité ou parmi les camarades qui ont lutté, on va chercher un Premier ministre complètement ailleurs, qui n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un dysfonctionnement aujourd'hui qui nécessite d'être réparé. La deuxième chose, l'Assemblée nationale. Vous savez, j'ai été député, j'ai exercé un mandat. J'ai trouvé que c'était la fonction la plus honorable. Moi, j'ai travaillé au niveau de l'Assemblée en ayant à l'esprit que même si je ne représentais pas tout le peuple malien, ceux qui m'ont élu, qui valent des milliers de gens, des dizaines de milliers de personnes, méritent d'être respectés. Donc pour moi, les faits et gestes de tous les jours doivent conforter cela. Donc ceci devait amener les députés d'abord dans leur rôle fondamental de contrôle de l'action gouvernementale et de légiférer sur les textes, mais ceci devrait imposer en eux des conduites qui ne devraient en aucun cas ressembler à des amalgames, parce que déjà il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Mais allez-y savoir, il y a d'abord le niveau des députés qui sont élus dans nos pays, les raisons de leur élection, et souvent au niveau de ces assemblées-là, ils ne sont même pas là au moment de discuter des textes, mais ils sont là devant les caméras pour voter des textes. Donc ça, j'ai personnellement vécu des moments difficiles au niveau de l'Assemblée pendant mon mandat qui méritent d'être revus. Je ne sais pas sous quelle forme, il faut que nous revoyions cet aspect-là. Il y a au niveau du judiciaire, la justice, s'il y a un problème, aujourd'hui c'est vraiment la justice, il faut vraiment le dire. Vous savez, le dernier recours des hommes, souvent, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en face d'un ministre, je me suis retrouvé en face d'un président d'institution qui m'a abusé ou qui a fait quelque chose. Mon recours, c'est la justice quand elle peut dire la vérité. Mais quand elle ne peut pas dire la vérité, vous voyez dans quoi la société va se trouver. Donc là aussi, il y a un problème. Il y a vraiment des choses à prendre en compte. Donc je crois que c'est cet ensemble-là qui font que, alors, si la rupture est intervenue, nous devrions pouvoir nous interroger sur ces éléments-là. Maintenant, en allant dans le cadre de la nouvelle refondation, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour que ces dysfonctionnements-là disparaissent? Moi, je suis allé beaucoup plus loin dans ma réflexion à ce niveau-là. Alors, j'ai constaté, même qu'au niveau des élections, qui doivent être des élections libres, transparentes, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais imaginez que dans la démocratie, cette liberté qui est donnée, y compris jusqu'aux candidats, qui se fassent prévaloir donc de candidats aux élections présidentielles, qui ne peuvent pas sortir 10 personnes de chez eux, mais qui viennent parce qu'il a 10 millions qu'il peut déposer en termes de caution, alors, mais qui entraîne chez l'État des dépenses faramineuses. Alors, je me suis souvent interrogé sur la pertinence de tels actes. Quand il y a une élection présidentielle, 30 candidats, 35 candidats, 40 candidats, mais ça fait des charges énormes pour l'État. On voit aux élections, il y en a qui n'engageront même pas 0,01%. Et puis après, on aurait induit des dépenses énormes comme ça. Donc ça, pour moi aussi, ça fait partie des éléments de réflexion aujourd'hui que nous devrons pouvoir prendre en compte. On ne peut pas, au nom d'une liberté, se lever un beau matin pour dire que je vais être président. Et pour être président, c'est l'État qui doit débourser des centaines de millions pour votre promotion individuelle. Je crois que là aussi, il faut avoir un regard sur ces questions. Donc il y a beaucoup de questions soulevées et pendant la gestion de l'exercice démocratique que nous vivons depuis plus d'une trentaine d'années, qui, à la faveur de cette rupture, c'est ça le fondement. Et c'est ça aujourd'hui, chez nous, qu'on a appelé aussi la refondation. Il faut que cette refondation-là, je suis parfaitement d'accord avec Dr Badié, qu'il faudrait qu'il y ait ce dialogue-là. Et ce dialogue doit inclure tout le monde. Il faut que les avis des uns et des autres soient reconsidérés pour ne pas retomber dans le même pervers que nous avons connu dans certains d'autres cas. Donc si nous nous mettons ensemble à réfléchir bien, à privilégier
que l'intérêt supérieur, l'intérêt général, au détriment de nos calculs de posture ou d'avantages qu'on peut tirer de ta ou ta, je pense qu'on pourra vraiment aider notre pays et asseoir vraiment une bonne démocratie. Merci beaucoup, messieurs. C'est très riche, en tout cas, cette réflexion. En parlant de période de transition, parce qu'on a parlé que la période de transition est vraiment la période assez cruciale, où il faut revoir les choses, il faut réfléchir, il faut travailler à mettre en place des réformes, entre autres, et faire en sorte que les mécanismes soient assez sains, notamment la justice, notamment l'Assemblée nationale. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que pendant les périodes de transition, les indices doivent changer? Oui, vous faites référence à ce que nous vivons dans ces cas d'espèce que nous connaissons au Mali. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a absolument rien à faire, il faut absolument changer les indices. Il ne faudrait même pas qu'il y ait de rupture. Il ne faudrait pas qu'il y ait de rupture. Mais imaginons qu'il y en a, et c'est le cas, il y en a. Alors, voilà, aujourd'hui ça constitue de la jurisprudence. Ça fait jurisprudence désormais. Alors, on arrive à la faveur de coups d'État. Et puis, alors, on est assez imaginatif. On met en place une charte qui couvre un peu l'exercice de cette période-là. On est assez bien imaginatif. On met en place un conseil national de transition qui va légiférer au nom du peuple. Alors, etc., etc. Donc, ça fait école aujourd'hui, ça fait jurisprudence. Je pense que ça va nous inspirer. Mais ce qu'il faudrait retenir, Madame Fadima, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de rupture constitutionnelle. Il ne faudrait pas qu'il y ait de rupture. On peut arriver à tout ça là autrement que par la rupture de la Constitution, ce qui nous met souvent beaucoup en retard. Malheureusement, ce n'est pas le constat que nous faisons. Docteur Badié, est-ce que les indices démocratiques pendant les périodes de transition doivent être peut-être allégés, peut-être assez compréhensifs et autres, mais ce qui est-il, est-ce que les indices doivent vraiment changer? Les indices qui permettent, par exemple, de définir que c'est encore un État démocratique ou pas? Oui, mais là, il y a eu rupture et que tout le monde regrette, les ruptures constitutionnelles que tout le monde regrette. Mais comme vous venez à l'instant même de le dire, les faits sont là. Ils sont têtus, ils sont concrets, visibles. Mais la norme reste la démocratie. Il n'y a pas de révision d'indices. La norme reste les valeurs démocratiques. La norme reste la recherche et de la sortie de la crise. Et la sortie de la crise, c'est les exigences démocratiques qui aident un peuple, une nation à se guérir de ces maux. Mais j'insistais à l'instant même sur le dialogue constitutionnel. Et le dialogue lui-même, c'est une exigence et une valeur démocratique. Et avec la particularité que dans la situation et dans la période de transition, on cherche à reconstruire, on cherche à repartir du bon pied, on cherche à soigner les plaies, on cherche à faire l'autopsie de notre société et pour que plus jamais ça. Je pense que c'est cet esprit qui habite tous les acteurs, que ce soit les associations, que ce soit les partis politiques, que ce soit les pouvoirs publics. Oui, tout le monde doit être engagé pour soigner les plaies, pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Et voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de révision des indicateurs ou des indices. Tu parles d'indices, je ne sais pas si c'est indice ou indicateur, on doit dire. Les indicateurs, ça doit être des indicateurs démocratiques. Les indicateurs, ça doit être la norme démocratique. Parce que dans tout l'exercice des réformes, vous voyez comment les réformes sont conduites. Il y a des concertations, il y a des consultations avec les citoyens. Et c'est pour que la norme de la loi qui va sortir soit vraiment l'émanation de la souveraineté nationale.
Et je pense que c'est un élément important. Et la période de transition ne doit pas non plus être adémocratique. Voilà. Et elle doit être beaucoup plus un moment, un espace, un temps de recherche et pour reconstruire. Et vous voyez, comme si l'ensemble des pays se parlaient, dans chacun des pays, vous entendez le mot refondation. Mais refondation de la démocratie, pas autre chose. Pas autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Pendant cette période, vous venez de le dire, hein, juste à l'instant, c'est la période des réflexions, la période des réformes, la période de... Et quand on a écouté les citoyens, nous, à Mandé TV, on a tendu le micro à pas mal de citoyens et on a été quand même assez voilà, interpellés par rapport à... Les citoyens pensent qu'il faut revoir le nombre des partis politiques. Oui. La démocratie est beaucoup en recul. Les partis politiques et les leaders politiques sont même désavoués par les citoyens. Moi, ici, sur ce plateau des réflexions, j'ai envie de vous demander, est-ce que le nombre des partis politiques joue un rôle dans le renforcement ou dans l'affaiblissement même de la démocratie? Si vous permettez, Je veux voir avec vous. si vous permettez, il y a de cela quelques mois que le Mali a organisé un dialogue intermalien. J'ai fait partie du comité de pilotage et j'ai même présidé une commission, la commission politique, qui a fait de fortes recommandations à ce sujet d'ailleurs. Il y a 3-4 éléments, mais sur celui-là particulièrement, le nombre de partis politiques. Et les rapports existent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je n'étais pas partout, mais je suis allé à Nioro du Sahel et j'ai écouté les gens sur toute la longueur des débats. Alors, les gens affirmaient avec une très grande force leur mépris pour autant de partis politiques. Au Mali, aujourd'hui, nous en avons 300. Il ne peut pas exister 300 projets de société. Ce n'est pas possible. Alors, mais ceci a été facile au Mali. Pourquoi? C'est peut-être les textes qu'il faudrait revoir à ce niveau-là. D'ailleurs, les partis, je ne sais pas quels sont les critères d'évaluation qu'il faudrait imposer aux partis pour que tout parti politique qui ne répondra pas entièrement à ces critères-là disparaisse. Sinon, 300 partis politiques dans un pays ne confortent pas. L'exemple que je vais vous donner, et que j'ai rappelé souvent d'ailleurs, vous savez, dans une famille que je connais, dans une des régions de notre pays, il y a 2 frères de même père et de même mère. Leur père ne vit pas, mais les 2 frères vivent dans la même concession avec leur maman. Les 2 frères ne se parlent pas parce qu'ils n'appartiennent pas au même parti politique. Ils appartiennent à 2 partis différents. Leur épouse prépare à manger et chaque épouse amène pour leur pauvre maman 2 repas. Donc à chaque repas, elle a droit à 2 repas différents. Elle ne cesse d'en pleurer. Parce que ce n'est pas ça la démocratie. Mais qu'est-ce qui a facilité ça là? C'est encore l'incompréhension qu'on a un peu du sujet, mais aussi la multitude de partis politiques qui ne se justifient même pas. Donc moi je crois objectivement que ce n'est pas leur nombre qui peut imposer, mais c'est surtout la qualité, le rôle que doivent jouer ces partis qui ont presque tous démissionné, à part quelques grands partis que je connais, qui répondent plus ou moins à ce critère. D'abord, le premier problème, c'est leur implantation qui est nationale. Le deuxième problème qu'ils ont, c'est l'animation réelle de la vie politique. Il y a des partis qui ne tiennent que des congrès et nous savons comment ils tiennent ces congrès-là, ils n'ont aucune activité. Les partis, c'est aussi un rôle de l'éducation civique des citoyens. Mais quels sont les partis qui le font aujourd'hui? Donc, moi, je suis d'avis, et je l'ai entendu beaucoup de fois, partout où le débat, et dans l'ensemble des rapports qui ont été fournis au moment de ce dialogue-là, tous les rapports sont unanimes qu'il faut réduire les partis politiques. Drastiquement, il y en a qui ont même donné le nombre de 5. D'autres vous disent 3. D'autres, mais dans notre résolution, nous sommes allés en balançant les différents trucs pour retenir quand même 5 partis politiques.
qui peuvent exister, mais tout le reste, ce n'est que parure. Et je le dis, hein, et je suis prêt à en discuter à d'autres niveaux, que je connais des partis qui n'ont rien, qui n'ont même pas de siège. Je connais des partis qui existent parce que le chef de parti a compris un jeu. Alors, à la faveur un peu des comptes qu'il faudrait déposer, alors on joue parce qu'il y a de l'autre côté le financement des partis politiques. Donc un chef de parti politique qui reçoit lui seul 7 millions par an de l'État, 7 millions divisé par 12, ça lui fait un salaire mensuel au moins de 500 000 francs, qui se tape. Et beaucoup ont créé des partis dans ce calcul-là, qui ne se justifient. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de projet, et ils n'auraient même pas pu exister 300 projets. Donc voilà pourquoi moi je crois qu'aujourd'hui, surtout que le nombre écrasant a aussi divisé la population. En dehors des partis politiques qui ont un objectif précis, il y a aussi les associations. Je ne sais même pas, au Mali, on parle de 60 000 associations. Alors ça c'est quoi dans un pays qui cherche son unité, qui cherche sa cohésion? Et tant que notre niveau de compréhension n'arrive pas à un certain niveau, et que nous nous identifions à partir des positionnements que nous avons dans tel ou tel parti ou dans telle ou telle association, mais ça a beaucoup contribué à fragiliser cette cohésion sociale-là. Là aussi, c'est un débat. Il faudrait ramener ça. Il faudrait que les gens se retrouvent au sein des mêmes équipes pour ne pas avoir à porter des opinions. On peut même moi j'ai milité dans mon parti, mais dans mon parti, je pouvais avoir des opinions opposées aux autres, mais ce n'est pas la fin du monde. L'opinion majoritaire était toujours appelée à s'imposer. Donc je crois objectivement que ce n'est pas le nombre élevé de partis qui peuvent améliorer un peu la gestion de la démocratie dans le pays. Merci beaucoup, Dr Sylla. Dr Ima, le nombre élevé des partis politiques affaiblissent la démocratie dans un État? Alors, je parle, parce que c'est un acteur politique de premier plan. Absolument. Et on a beaucoup travaillé ensemble au niveau de l'Assemblée nationale. Et même au moment où il était au gouvernement, on a souvent échangé. Et donc, il sait ce dont il parle. Et il a présidé cette commission politique dont il parle. Je vais dire seulement la chose suivante, Fadima. Et deux choses. Et une troisième. La première chose, c'est d'abord qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Absolument. Ouais. Et si vous n'avez pas de parti politique, non, ne parlez pas de démocratie. Non. Parce que les partis politiques, c'est eux qui font l'animation de la démocratie. L'animation de la démocratie sous un double angle. Et l'éducation politique ou la formation politique des citoyens, l'ensemble des citoyens de la communauté nationale. Parce que si vous n'avez pas des citoyens formés à la citoyenneté et politique, la défense de la nation, oui, mais vous n'avez pas non plus de parti politique. Mais ensuite, le second niveau en termes de responsabilité des partis politiques, c'est l'élaboration de projets de société, de plateformes politiques qui mettent au cœur, en tout cas, et qui sont centrées, je vais dire, sur les priorités des citoyens. Il faut que le citoyen de Taoudeni, de Menaka, de Bougouni sentent que le projet de société de telle force politique, c'est vraiment pour mon bonheur, c'est pour le bonheur collectif, c'est pour l'intérêt général. Je pense que c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est que j'entends assez souvent le débat, il faut limiter, mais il faut limiter comment?
Puisque la Constitution consacre Intégral. puisque la Constitution consacre les droits et les libertés d'association. Il faut aller dans la Constitution, même la nouvelle Constitution consacre. Je pense que là, c'est là l'importance des critères d'évaluation. Voilà, c'est ça. Un parti qui est évalué, qui ne répond pas aux différents critères, il doit disparaître. Voilà, c'est ça. Donc ça m'amène au dernier point. Ça m'amène au dernier point. Oui, c'est une conviction philosophique forte chez moi qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Absolument d'accord. Oui, mais maintenant, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Mais maintenant, s'il faut réduire par rapport au débat ambiant, mais comment réduire? Mais déjà éliminer certains qui sont fictifs. Comment vous allez éliminer? Et Avec pour éliminer les critères, ça doit être des critères discutés et acceptés par l'ensemble de la communauté nationale. Et je ne sais pas encore, je pense que le ministre Silla a été au sein de la commission pour le dialogue intermalien. Et certainement des propositions sont venues de partout et c'est ça qu'il faut encore travailler pour que les critères qui seront retenus soient des critères, encore une fois de plus, acceptés par tous les Maliens. Par tous les Maliens. Et s'ils ne sont pas acceptés par tous les Maliens, ce sera difficile à appliquer. Et c'est ça la question. Et pour moi, tout ce dont on a parlé, je mets le citoyen au cœur. Sa volonté, son engagement, que le citoyen comprenne que la loi qui est en gestation, c'est une loi pour lui. Et comment la loi peut être pour lui si son opinion est demandée, s'il est consulté, s'il participe. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire et on va construire une société et réconcilier avec elle-même, avec des institutions stables, parce que ces institutions-là sont l'émanation de la volonté générale de l'ensemble des Maliens. Merci beaucoup. J'atteste que de tout ce que j'ai entendu, la démocratie est simplement incontournable. Ça s'impose. Personne ne remet cela en cause. J'atteste également que les partis politiques sont incontournables dans l'exercice politique dans les pays. Donc, ce qui est aujourd'hui mis en cause un peu, c'est le nombre excessivement élevé des partis politiques. Comme je l'ai dit, 300 partis politiques dans un même pays. Ça, au lieu de nous unir souvent, ça nous a mis dos à dos, comme l'exemple que je viens de donner. Alors, il importe, comme pour toute entreprise qui existe, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des évaluations possibles. Un parti qui ne participe à aucune élection, alors quelle est sa pertinence, qui n'a pas de projet de société, qui n'a pas de programme politique, alors qui ne participe à aucune élection, qui n'a ni un conseiller municipal, qui n'a pas de député, pour moi, on s'interroge sur son avenir. Donc c'est pourquoi je dis, d'abord, les élections donneront toujours l'occasion de les évaluer, de savoir vraiment, oui, ceci se justifie bien, d'autres ne se justifient pas. Et puisqu'ils ne se justifient pas, on ne les interdit pas de se créer, hein. Ils se créeront, mais pour un but. S'ils n'atteignent pas le but, je crois que l'État est en droit aussi de dire, écoutez, on vous remercie de votre volonté, mais objectivement... oui, quelquefois, c'est ce que je dis, et c'est ça l'intérêt des débats. Ouais. Comme je le dis, et regardez, c'est parce qu'il ne s'agit pas de voir les exemples qui existent ailleurs pour essayer de s'accommoder avec ça, alors que ça va en rupture avec les réalités de notre société. Pour moi, il est important aujourd'hui, j'ai souvent apprécié l'intervention de l'ambassadeur de Chine en France, qui rappelait, mais l'objectif final de la démocratie, c'est le bien-être social. Aujourd'hui, la Chine, si elle était un pays arriéré, c'est une puissance mondiale qui s'impose du point de vue de l'économie. Donc ce n'est pas aux Français de leur apprendre
ce que c'est que la démocratie chez Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur. On avance toujours dans notre réflexion. Comment bâtir une démocratie à l'épreuve du temps? Voilà ce qui me pousse à vous poser cette énième question encore une fois. Qu'est-ce qui est impératif à préserver, plutôt de préserver comme valeur démocratique malgré le temps? Vous savez, la démocratie elle-même se définit sur la base de principes. Le tout premier principe, je crois l'avoir évoqué tantôt, c'est l'égalité civique. Ça, c'est vraiment un impératif, c'est incontournable. C'est l'état de droit, c'est le respect, c'est un peu la possibilité qui est donnée à chacun d'entre nous de jouir de notre liberté individuelle comme de liberté collective. Ce sont des choses qu'on ne peut pas contourner dans une démocratie. Vous avez dans une démocratie aussi le principe sacré-saint du respect de la séparation des pouvoirs, qui, si dans le fondement est respecté, je pense que les institutions seront vraiment autonomes et pourront jouer leur rôle de fond comme Huntington l'a souvent soutenu dans son texte. Donc je crois que là aussi, et comme je vous l'ai dit, pour avoir été député, je me sentais tellement fort et puissant qu'en tant que député, je peux interpeller un Premier ministre, je peux interpeller un ministre sur les ressources mises à leur disposition, l'utilisation de ces ressources-là. Les ressources ont été utilisées conformément aux prescriptions qu'il y avait dans le programme ou pas. Vous voyez quelle puissance on donnait. Et surtout que je me sentais, moi, le peuple. L'ensemble des députés, c'est le peuple. Donc si cette institution, qu'est l'Assemblée nationale, joue correctement son rôle sans influence, je crois qu'elle peut vraiment équilibrer tout l'exercice démocratique. Et puis il y a évidemment le pluralisme politique. Il faut qu'à la faveur de la fin des mandats, qu'au terme des mandats, un président, un autre président soit élu. Surtout dans notre constitution, il est prévu 2 mandats successifs. Qu'au terme des 2 mandats, que vous acceptiez de partir et que vous laissez la chance à d'autres de venir. Donc je pense que cet ensemble de principes combinés sont pour moi des choses qui sont incontournables. Incontournables, et ce sont des impératifs qu'il faudrait maintenir, en tout cas pour qu'une démocratie réussisse. Merci beaucoup, docteur Sylla. Docteur Badié Imar. Oui, bon, vous avez parlé des valeurs qu'il faut conserver et qu'il faut préserver à travers le temps. Je pense qu'il y a des valeurs fortes qui sont universelles et inusables pour toute société humaine. J'aime beaucoup citer un texte malien. Oui, texte très célèbre. C'est vraiment un texte de chevet que j'aime lire, relire. Et l'os de la parole de Adamba, l'historienne Adamba Konaré, qui est une cosmologie, je dirais même sur le plan philosophique, une ontologie du pouvoir politique en Afrique. Il y définit la démocratie et je pense que les définitions qu'on a données sur cette table-là collent bien avec sa conception de la démocratie. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse dans ce texte également, c'est qu'il parle des valeurs. Il parle des valeurs. Et les valeurs de la solidarité. Adamba Konaré utilise même le mot solidarisme pour magnifier la grandeur
et la pertinence de cette valeur-là comme exigence pour une société humaine et surtout pour une société démocratique. Nous sommes une communauté nationale. Je pense que pour continuer à exister comme communauté nationale, la valeur de la solidarité me paraît fondamentale. Et dans la solidarité, vous avez beaucoup de choses. La justice, l'équité, le respect de la diversité. Et c'est des valeurs extrêmement importantes. Alors, et ce sont des valeurs aussi propres à notre histoire, à notre culture. On l'a dit ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces valeurs-là soient totalement déconstruites aujourd'hui? Et vous voyez l'impact sur notre cadre démocratique. L'intérêt collectif, le bien commun, ce sont des valeurs universelles, humaines universelles, et ce sont ces valeurs-là qui font le ciment de l'ordre démocratique au Mali, en Afrique ou ailleurs. Nous devons revenir vers ces valeurs-là. Et Adamba Konaré, l'historienne Adamba Konaré dit bien. Et je pense que c'est par ces mots qu'il termine son célèbre texte et qui est comparable et même je le mets ce texte-là au même titre en termes de rigueur de l'écriture, de rigueur de la pensée au Machiavel, au prince de Machiavel et à tous les traités de philosophie politique. C'est vraiment une ontologie du pouvoir politique qu'il décrit. Il parle de solidarisme, elle parle de solidarisme, elle parle de mesurisme, le sens de la mesure. Et l'humilitarisme, ce sont vraiment des mots très forts dans ce texte qui correspondent à des valeurs sacro-saintes, en tout cas de la société humaine, que nous devons absolument et absolument réinvestir dans le cadre démocratique et dans les réformes que nous sommes en train d'accompagner, nous tous, et bien sûr et des acteurs de premier plan comme le ministre Sylla, vous-même en tant que vous êtes comme télévision une excroissance de la démocratie, même si par moment vous avez dit recul de la démocratie. Le fait que nous soyons devant vous aujourd'hui, c'est l'expression symptomatique de l'ordre démocratique, l'éclosion des libertés. Voilà. Et je ne suis pas sûr si durant les régimes adémocratiques, si on aurait pu faire ce débat-là et être libre de donner nos jugements, nos analyses dans une discussion comme celle-là. Et je pense que c'est extrêmement important. Et la société humaine repose sur l'humanité, sur l'humanisme, sur la solidarité, sur le sens de la mesure, le respect de l'autre, le respect de la diversité pour que nos nations soient des nations arc-en-ciel. Et pour aussi que le citoyen malien, le citoyen nigérien, le citoyen burkinabé, le citoyen guinéen, où qu'il soit, quelle que soit la contrée, qu'il ait plus d'attachement affectif à la nation qu'à sa communauté circonscrite dans une localité, dans une région. Nous avons ce travail-là à faire. Et comment faire en sorte que l'homme malien, l'homme nigérien soit beaucoup plus attaché à la République. Alors là, ça me donne l'occasion de vous demander, cette
de vous demander comment faire en termes de recommandations. Voilà, mais comment Voilà. faire Donc, nous arrivons vers la fin de cette réflexion très intense, très fournie. Cher docteur, voilà, quelle recommandation ultime vous donneriez-vous pour préserver et pour bâtir vraiment, on ne pourra plus dire bâtir alors à l'africaine, donc pour préserver tout simplement la démocratie. Ok, mais à partir de ce qu'on vient de développer, vous ne devez plus dire démocratie à l'africaine. J'espère qu'on s'est bien compris. Alors, mais bien sûr, bon, mais la recommandation, c'est ce que nous venons d'expliquer. La recommandation, c'est des réformes adaptées, des réformes conduites de manière concertée avec l'ensemble de la communauté nationale et avec des concertations et des dialogues vraiment inclusifs qui donnent le sentiment à chaque Malien qu'il compte. C'est la condition de la stabilité et de l'adhésion et de tous les citoyens aux institutions politiques démocratiques. Merci beaucoup, Dr Ima. Dr Sylla, ultime recommandation, je précise. Oui, je pense objectivement, comme au niveau de la CCRM dont j'ai évoqué, que je préside, nous avons mené beaucoup de réflexions pour nous arrêter sur deux choses. Parce que le Mali de l'indépendance à aujourd'hui, en passant par l'ensemble des républiques, nous avons compris que si quelque chose a périclité fondamentalement, c'est l'inadéquation de notre système éducatif avec les réalités de notre pays. Donc ça, il faudrait reprendre cela en main. Et la réussite d'un bon système éducatif englobe un peu tout ce qu'on comporte comme formation, comme idéologie, comme patriotisme, comme civisme, comme même honneur et dignité. Donc je crois qu'il faudrait que ceci soit repris en main. La deuxième chose qui me paraît fondamentale, il ne sied pas de se battre pour arriver à présider les destinées d'une nation sans en avoir la vision. La vision doit être une vision holistique. Quelqu'un ne peut pas être appelé à gérer un pays s'il n'a vraiment pas la vision de son pays. Il ne connaît pas les réalités de son pays. Il est en déphasage avec ce qu'aurait dû être un véritable programme. Et je crois que ceci aussi a souvent manqué dans notre pays. Nous sommes battus, nous sommes arrivés aux affaires, mais la vision réelle de l'État nous a manqué. Et la vision de réalité, pour moi, est tout pour réussir. Donc, si nous mettons en conformité ces deux, je pense objectivement qu'on aurait tout gagné pour la construction d'un pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Badié Imam, docteur Abdraman Sylla, votre mot d'au revoir pour dire aux téléspectateurs que vous serez là pour une prochaine sûrement. Oui, mais bien sûr, je pense que c'est la troisième fois que je suis sur vos plateaux. Et je crois que la première fois, j'étais invité par mon aîné doyen, le professeur Cheiban Koulibaly, que son âme repose en paix, des pensées à lui. Et une deuxième fois où on avait également parlé et où vous m'avez reçu. Et bien sûr que nous serons là, toujours disponibles, parce que c'est une responsabilité collective et pour nous tous de contribuer aux réformes que nos États sont en train de conduire. Et tout ce qu'on a développé ici est un État importé, donc extraverti, et pose la grande responsabilité sur nos épaules. Et comment il faut reconstruire, ça veut dire que beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions pour trouver les formes les plus adaptées à nos réalités et à nos sociétés et aux besoins, bien sûr, de nos concitoyens. C'est une responsabilité
collective, dis-je, et des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des pouvoirs publics, et particulièrement aussi et surtout des universitaires, des chercheurs. Et je crois que quand on parle d'adaptation, et je me tourne surtout vers mes collègues et enseignants-chercheurs, mais aussi au pouvoir public, d'investir dans la recherche fondamentale et sur nos sociétés. Et je suis sûr que nos universités ont la capacité, s'ils sont mis dans les conditions pour aider les politiques à trouver les meilleures adaptations parce que c'est leur fonction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Ima. Monsieur Sylla, oui, je voudrais... très prochainement peut-être ou pas? Oui, absolument. Merci beaucoup quand même de votre disponibilité constante. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donniez. Mais au-delà de l'intérêt du débat que nous avons ici sur ce plateau, je pense que c'est la société tout entière qui est interpellée. Dr Badié vient de parler aujourd'hui, tout à l'heure, d'une couche, les chercheurs. Et je pense que c'est toute la masse intellectuelle qui doit se sentir interpellée aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas, mais même si nous l'avions compris par le passé, nous n'avions pas cette liberté vraiment de nous exprimer comme on le fait aujourd'hui. Donc ce débat, c'est aussi cet intérêt-là, que les intellectuels prennent désormais leur plume et qu'ils écrivent. C'est des sujets importants. Vous parlez de démocratie, vous avez parlé de démocratie à l'africaine, qu'on a demandé de ramener dans sa proportion. Donc je crois que c'est un débat de fond. Hein. C'est un débat de fond qu'on ne saurait terminer sur un plateau, quoi. Mais ce que je voudrais dire, au-delà des chercheurs, des universitaires, c'est aussi un appel vraiment à tous les intellectuels. Vraiment, je m'en réjouis d'ailleurs. Hein. Je m'en réjouis d'ailleurs parce que je vois de plus en plus beaucoup de Maliens qui écrivent ce qu'on ne constatait pas avant. Donc ça fait une fierté quand même à ce niveau-là. Je pense que tout le monde est sollicité pour qu'on puisse produire vraiment des réflexions adaptées à nos réalités. Et je pense pour ce faire que notre population, comme toutes les populations africaines, renferme un génie. Je le dis et je l'ai répété beaucoup de fois. Et souvent, quand nous avons été, nous, amenés à l'extérieur du pays pour étudier chez des gens qui ne sont pas comme nous, des Blancs, dans leur langue, et arriver à nous imposer en eux était un moment de fierté. C'est-à-dire que l'Africain est capable et nous sommes capables. Donc nous sommes capables en tout cas de ramener des choses conformes à nos propres besoins et de donner l'exemple au reste du monde. Merci beaucoup, Dr Sylla. Nous sommes à la fin de cette réflexion sur ce plateau de Mandé TV. Réflexion politique, votre plateau, vous le savez très bien. On a sur le plateau Dr Badié Ima, il est le représentant pays du National Democratic Institute, NDA Mali. Dr Ima, merci beaucoup. Merci, Fadima. Deuxième invité pour pousser cette réflexion, Dr Abdraman Sylla, ancien ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et également président de la Convention citoyenne pour le renouveau et l'émergence Mali. Dr Sylla, merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, on a pour thème comment bâtir une démocratie à l'épreuve du temps. Voilà, donc restez connectés sur notre page Mandé TV, YouTube, Facebook et on se dit à la prochaine. Merci.